Je resterai pas là si j'étais toi. Le tueur de rêveurs est derrière nous. Il en a après nous. Il tue les agents de la Dream Corp pour qu'ils ne puissent plus protéger les rêveurs. Il essaie d'éliminer les rêveurs pour qu'ils n'aient plus accès au monde des rêves. On ignore s'il veut protéger ce monde ou s'il tue par plaisir, mais ne t'en fais pas, je suis là, tu n'as rien à craindre. Fonce vers le portail! Ouh! On va enfin pouvoir commencer ce pourquoi tu es là. Comme promis la dernière fois, on va parler de Jujutsu Kaisen. L'histoire du premier chapitre sera inspirée d'une espèce de légende urbaine datant de 2005. D'après ce qui a été rapporté, une ancienne boîte aurait été trouvée sur un chantier de construction. Celle-ci était fermée par des clous et enveloppée d'étiquettes. Une des étiquettes affirmait que Ryomen Sukuna était scellé dans cette boîte. On reviendra sur Sukuna un peu plus tard. Les ouvriers auraient contacté un prêtre qui leur aurait dit de ne surtout pas ouvrir la boîte avant qu'il n'arrive. Certains étudiants seraient tombés sur la boîte et l'auraient ouverte. Il paraît que 2 d'entre eux ont fini par mourir et que le 3e a fini dans un établissement psychiatrique. D'autres ouvriers l'auraient aussi vu et auraient été traumatisés par ce qui s'y trouvait. Ils auraient découvert un corps avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Lorsque le prêtre arriva, il dit aux ouvriers qu'ils étaient condamnés, mais qu'il les exorciserait de toute façon. Au final, 3 d'entre eux ont attrapé une forte fièvre. D'après nos sources, la personne qui a mis l'histoire en ligne a recherché le fils du prêtre. Le fils aurait été éduqué au rudiments du bouddhisme, mais aurait décidé d'abandonner pour faire carrière dans l'immobilier. Normalement, il devait envoyer la boîte à Tokyo, mais n'y est pas parvenu. D'après lui, au XIXe siècle, un homme nommé Mononobe Tengoku acheta des jumeaux siamois dans un cirque. Il les enferma dans une pièce pleine de gens mal formés pour qu'ils s'entretuent. Drôle de passe-temps quand même. N'ayant rien mangé, les jumeaux auraient dévoré les autres. Pour les récompenser, Tengoku les affama encore plus et les momifia pour qu'ils ne se décomposent jamais. En fait, les jumeaux lui faisaient penser à la divinité Azura, donc il a sûrement voulu les garder intacts. Tengoku faisait partie d'une secte et aurait surnommé les jumeaux Ryomen Sukuna. Il les emmenait partout avec eux. Il paraît que partout où il passait, il y avait des catastrophes naturelles. Après le dernier tremblement de terre, sans qu'on ne sache pourquoi, Tengoku se trancha la gorge. Il paraît qu'avant de mourir, il aurait écrit sous une statue avec son sang que le Japon périrait. La pratique de la momification existe vraiment au Japon. Elle se nomme Sokushinbutsu et serait utilisée par les moines. Ils se laissaient mourir de faim et se momifiaient pour ne pas se décomposer en espérant atteindre l'illumination. Tu te réveilleras plus intelligent avec ce que je viens de t'expliquer. Parlons un peu de Sukuna. Alors, accroche-toi bien parce qu'il y a plusieurs histoires le concernant et difficile de définir celle qui a inspiré l'auteur. Selon le livre Nihon Shoki, livre datant de 720 après Jésus-Christ, il serait un démon possédant 8 bras et 8 jambes, ainsi que 2 visages. Bien que surpuissant, il fut battu par Takefuru Kumano Mikoto, un guerrier qui servait l'empereur. Le kanji Ryo signifie des 2 côtés et Men signifie masque ou visage. Donc, on voit bien tout ça dans le personnage de Sukuna. Il paraît que Sukuna serait originaire de la préfecture de Gifu. Beaucoup de légendes existent sur lui à Gifu. Dans cette région, il est décrit comme un héros. La légende de la région de Niugawa raconte qu'il était l'incarnation d'un dieu et a construit un temple bouddhiste. Il y avait carrément une statue de lui dans le temple. Il se faisait pas chier le mec. Une histoire originaire de Seki raconte qu'il était un humain mais qu'il possédait 2 visages et 4 bras. Il était réputé pour avoir la force de 2 hommes ainsi que possédant une grande intelligence. Il serait considéré comme un héros et aurait protégé le peuple d'un dragon venimeux. Partout dans la région de Gifu, il est considéré comme un héros local.
Cependant, il a été considéré comme un méchant parce qu'il s'est soulevé contre l'empereur. Sukuna aurait construit un temple dans la ville de Seki, là où des dragons vivaient. Si on parlait un peu des mudras, en gros les signes de main dans le manga. Tiens, par exemple, prenons Satoru Gojo. Je comprends toujours pas pourquoi il a autant la cote avec les filles. Regarde bien ses mains. Quand il lance son extension de territoire, il fait ce signe-là. Ce signe est issu du bouddhisme. Il symbolise un geste de menace qui représente le combat contre les démons. Il sert aussi à effrayer les êtres qui ont des croyances fausses. Voyons un peu un des gestes de main de Megumi. Ce mudra dans le manga lui sert à invoquer Nue. Il est tiré du bouddhisme et représente le symbole de Garuda. Ce mudra est utilisé pour équilibrer l'énergie de l'air dans le corps. Le mot Garuda signifie aigle en sanskrit. Il tonifie l'énergie de l'air des deux côtés du corps. On peut donc en déduire qu'il est inspiré aussi du Garuda pour l'invocation de Nue. Le Garuda est issu de l'hindouisme et est un mélange d'humain et d'aigle. Au fil du temps, il a pris une forme de plus en plus humaine au sein de l'art indien. Dans la légende, le Garuda a combattu un serpent à plusieurs têtes nommé Kaliya. Prenons une autre invocation. Regarde-moi ce crapaud. Il est sûrement inspiré des Ogama. Ce sont des crapauds qui peuvent grandir et deviennent plus forts à mesure qu'ils grandissent. Il y a bien des légendes sur les Ogama que tu pourras apprécier. Moi, je vais plutôt te raconter quelque chose qui se dit beaucoup chez les Japonais. Il paraîtrait qu'un crapaud qui a atteint les 1000 ans de vie deviendrait un Ogama. Pour en faire le parallèle avec l'invocation de Megumi, le Ogama se sert de sa langue pour attraper ses proies. Dans certaines histoires, ils peuvent avoir des lances, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Bon, je vais passer au dernier sujet avant que tu te réveilles. Si on parlait un peu de Nobara et de sa technique vaudou. Elle fait clairement référence à la culture japonaise et aux rituels shintoïstes. Ces rituels étaient très répandus pendant l'ère Edo, qui s'étendait de 794 à 1185 au Japon. Dans la littérature relatant l'histoire du Japon, la princesse Ashihime était une belle femme et parfois même une divinité de l'eau. Elle fut trompée par son mari, qui la quitta pour une autre femme. Dans sa rage, elle se tourna vers un oracle du dieu Kifune, qui lui demanda d'apporter une bougie de fer, des vêtements rouges, ainsi que du maquillage, et de se rendre au sanctuaire à 2 heures du matin. Ils firent le rituel à 3 heures du matin, comme ça elle pourrait devenir un Oni, donc un démon japonais, afin de se venger. Pour protéger son mari, un chaman fabriqua une poupée de paille. Ashihime, ne pouvant plus se venger, frappa la poupée de paille avec des clous sur un arbre, priant les dieux de le maudire. Le rituel de la poupée de paille s'appelle Ushi no Kokumeri. Pour le faire, il faut une poupée à l'effigie de la victime. Il faut que la poupée contienne quelque chose qui lui appartient, comme un cheveu ou du sang. Il faut porter la tenue adéquate pour le rituel et visiter le sanctuaire en secret entre 1h et 3h du matin. Les sanctuaires shintoïstes possèdent des arbres considérés comme sacrés, contenant les esprits des dieux. Il faut clouer la poupée à un arbre afin de maudire ou même souhaiter la mort de la cible. Que ce soit une légende ou non, de nombreux trous sont visibles dans ces arbres sacrés. Tu en sais maintenant beaucoup plus sur Jujutsu Kaisen. La prochaine fois, tu auras peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur un homme portant un chapeau de paille. Allez, à plus!